Vous rêvez d'indépendance financière et de faire fructifier votre argent en bourse? Découvrez un guide clair et puissant qui vous révèle les meilleures stratégies d'investissement, les secrets du marché et les clés pour bâtir un avenir prospère. Bonjour, je suis Samuel Ferron et vous écoutez Investir en bourse pour débutants. Comment se constituer un patrimoine et atteindre la liberté financière avec un portefeuille diversifié en ETF, analyse technique, options, penny stocks, dividendes et SCPI, mis à votre disposition par United Audiobooks français. J'espère que vous apprécierez mon livre audio. Commençons. Introduction. Consultez-vous le journal le matin pour voir comment se porte le marché? Êtes-vous scotché à la télévision à la recherche de la prochaine action susceptible de grimper? Vous inquiétez-vous constamment de l'argent que vous avez investi en bourse? Il est temps de faire un choix d'investissement judicieux pour pouvoir enfin dormir sur vos deux oreilles. Ce livre vous aidera à approfondir vos connaissances en matière d'investissement et de marché boursier. En tant que débutant, vous deviendrez progressivement un investisseur averti. On vous a probablement dit qu'il fallait commencer à épargner pour la retraite dès votre premier emploi après vos études. Investir en bourse est l'une des méthodes les plus recommandées pour y parvenir. Lorsque vous lisez des articles sur les fluctuations rapides du marché, cela peut sembler risqué. Même si la valeur des actions varie quotidiennement, leur tendance générale est à la hausse sur le long terme, surpassant ainsi d'autres formes d'investissement comme les obligations ou les comptes bancaires à intérêt. C'est pourquoi les actions sont considérées comme des investissements appropriés pour ceux qui disposent d'un horizon à long terme avant la retraite. La popularité des investissements boursiers a fortement progressé au cours des 20 dernières années. Cependant, la volatilité des marchés demeure une source d'inquiétude. Si vous débutez et souhaitez investir en bourse, ces fluctuations pourraient avoir un impact significatif sur votre portefeuille. Sans stratégie de trading, vous pourriez subir des pertes. Il est courant d'être intimidé par la bourse et son jargon complexe. Ce livre vous apportera les connaissances nécessaires pour comprendre comment fonctionne le marché boursier, afin que vous puissiez commencer à investir et à bâtir votre épargne retraite. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus sur le fonctionnement de la bourse. Découvrez les différents types de marchés boursiers, les raisons des variations de prix, comment acheter et échanger des actions, et bien plus encore. Chapitre 1. Comprendre le marché boursier. Avez-vous parfois l'impression d'entendre une langue étrangère lorsqu'on vous parle de la bourse? Une langue que vous aimeriez réellement comprendre, mais qui vous échappe? Rassurez-vous, vous êtes loin d'être seul dans ce cas. Nous sommes là pour vous aider à mieux comprendre le marché boursier et son fonctionnement, afin que l'investissement ne vous semble plus insurmontable. Qu'est-ce qu'une action? Décomposons cela en commençant par les bases. Les actions, également appelées titres de participation, sont des instruments financiers représentant une part de propriété dans une entreprise cotée en bourse. Ainsi, lorsque vous achetez des actions d'une société, vous devenez effectivement un actionnaire. L'unité de mesure d'une action est appelée part, share, et plus vous en achetez, plus vous possédez de parts dans l'entreprise. Les sociétés émettent des actions pour lever des fonds afin de financer leur développement. Il existe principalement deux types d'actions, ordinaires et préférentielles. La principale différence entre ces deux types est que, contrairement aux actions ordinaires, les actions préférentielles n'offrent pas de droit de vote sur les décisions de l'entreprise, ni de participation aux bénéfices croissants. En revanche, les actions préférentielles permettent de percevoir un dividende fixe plus élevé. Qu'est-ce que le marché boursier? Considérez le marché boursier comme un réseau de places boursières où les investisseurs et les traders peuvent acheter et vendre des actions d'entreprises cotées en bourse. C'est une manière simple de concevoir le fonctionnement de la bourse. Les introductions en bourse, ou IPO, Initial Public Offerings, permettent à des entreprises privées de vendre leurs actions sur le marché. Ces actions sont achetées par des investisseurs, ce qui permet à l'entreprise de lever des fonds auprès du grand public pour financer son développement. Une fois l'entreprise cotée en bourse, ces actions peuvent être achetées et revendues sur une plateforme d'échange qui suit l'évolution de leur prix. Le prix auquel les acheteurs et les vendeurs de titres acceptent de conclure une transaction est influencé par la loi de l'offre et de la demande. Comment fonctionne le marché boursier?
Pour bien comprendre le fonctionnement du marché boursier, il est utile de savoir qu'il existe deux types de marchés, le marché primaire et le marché secondaire. Les titres sont émis sur le marché primaire où une entreprise met ses actions en circulation à travers une introduction en bourse. IPO. Rappelons qu'une IPO correspond au moment où une société propose pour la première fois ses actions au public. Ces actions, ainsi que des milliers d'autres titres, sont ensuite achetées, vendues et échangées quotidiennement sur le marché secondaire, c'est-à-dire essentiellement la bourse. Il existe deux grandes catégories de méthodes d'investissement lors de la négociation d'actions sur une place boursière. Comme son nom l'indique, le day trading consiste à acheter et revendre les mêmes actions dans la même journée, certaines transactions ne durant que quelques minutes, voire quelques secondes. L'objectif est de tirer profit de petites variations de prix. Ensuite, il existe des opérations ou investissements à plus long terme, où l'investisseur conserve les actions pendant une période prolongée afin de profiter de la croissance des bénéfices de l'entreprise sur le long terme. Le marché boursier remplit deux fonctions principales. Tout d'abord, il permet aux entreprises d'obtenir des fonds auprès du public, souvent appelés capitaux, en vendant des actions pouvant être utilisées pour financer et développer leurs activités. Ensuite, il offre aux investisseurs ayant acquis ces actions la possibilité de participer aux bénéfices de l'entreprise. Il existe deux façons principales pour les investisseurs de gagner de l'argent grâce à la détention d'actions. Certaines actions versent un dividende périodique, un montant fixe par action, ce qui constitue un revenu direct sur l'investissement. Une autre façon de générer un rendement est l'appréciation du capital, c'est-à-dire lorsque le cours de l'action augmente. Pourquoi investir en bourse? Au fil du temps, la bourse a généré une richesse considérable. L'indice S et P500, qui regroupe 500 des plus grandes entreprises cotées aux États-Unis, a offert un rendement moyen annuel compris entre 8% et 12%. Un investissement de seulement 10 000 $ effectué il y a 50 ans aurait aujourd'hui une valeur supérieure à 380 000 $. Cependant, il est important de se rappeler que la bourse n'évolue pas toujours à la hausse. En moyenne, tous les 10 ans, l'indice S et P500 connaît trois périodes de baisse. En raison de sa forte volatilité, certaines pertes peuvent paraître brutales. Néanmoins, sur le long terme, les actions peuvent offrir des rendements nettement supérieurs à d'autres formes d'investissement, à condition de savoir maîtriser sa peur. Les avantages de l'investissement en actions sont nombreux. Voici les 7 principaux. Première, la possibilité d'obtenir de meilleurs rendements. Le rendement potentiel par rapport à d'autres placements, comme les comptes à terme bancaire, l'or ou les obligations d'État, est la principale raison pour laquelle la majorité des investisseurs choisissent les actions. Par exemple, depuis 1926, le rendement moyen annuel du marché boursier est d'environ 10%, tandis que celui des obligations d'État à long terme varie entre 5% et 6%. 2. La capacité à protéger vos actifs contre l'inflation. Les rendements boursiers dépassent souvent largement les taux d'inflation. Depuis 1913, le taux d'inflation annuel moyen est de 3,1%, ce qui reste bien inférieur au rendement annuel à deux chiffres générés par les actions. Historiquement, les actions se sont révélées être une protection efficace contre l'inflation. Troisième, la possibilité de générer des revenus passifs réguliers. De nombreuses entreprises versent à leurs actionnaires des dividendes, c'est-à-dire une part de leurs bénéfices. Certaines entreprises versent des dividendes de façon régulière, la majorité le fait chaque trimestre. Ces revenus peuvent compléter un salaire ou une pension de retraite. Quatrième, la satisfaction d'être copropriétaire. Une action représente une part de propriété dans une entreprise. Vous pouvez ainsi détenir une part, même minime, d'une société dont vous admirez les produits ou les services. Cinquième, la liquidité. La plupart des actions sont échangées librement sur des grandes places boursières, ce qui rend leur achat et leur revente faciles. Cela rend les actions beaucoup plus liquides que d'autres formes d'investissement comme l'immobilier, qui ne peut pas être revendu rapidement. Sixième, la diversification. Les actions permettent de créer facilement un portefeuille diversifié couvrant plusieurs secteurs. Cela peut vous aider à constituer un portefeuille comprenant actions, obligations et crypto-monnaies comme le Bitcoin.
réduisant ainsi votre exposition globale au risque tout en augmentant vos rendements potentiels. 7. La possibilité de commencer petit. Il est désormais possible d'investir avec moins de 100 euros, car de nombreux courtiers en ligne proposent des frais nuls et permettent l'achat de fractions d'actions. Cela rend la bourse plus accessible que jamais. Les risques liés à l'investissement en bourse. En tant qu'investisseur ou trader, vous avez probablement déjà lu l'avertissement. Les investissements sur les marchés financiers comportent un risque. Mais avez-vous déjà réfléchi au type de risque courant sur ces marchés? Que vous soyez un investisseur expérimenté ou un débutant souhaitant tenter l'aventure, il est essentiel de comprendre les différents risques pouvant affecter votre investissement. Notre objectif est de vous guider. Cette section vous présente les principaux risques du marché des valeurs mobilières. Risque de marché ou risque systémique. C'est le risque auquel les investissements sont exposés en raison de la performance économique globale du marché et du pays. Il ne concerne pas une entreprise en particulier, mais la baisse de l'ensemble du marché. Quelques exemples de risques systémiques ou de marché incluent le Black Monday de 1987, la crise boursière du 28 septembre 2008 et l'effondrement du marché en mars 2020 provoqué par la pandémie. Le risque systémique est souvent imprévisible, car il affecte l'ensemble de l'écosystème financier. Certaines stratégies comme la constitution de portefeuilles de couverture, les produits à rendement inverse du marché ou les actifs corrélés peuvent permettre d'en limiter les effets. Risque non systémique ou spécifique. À l'inverse du risque systémique, le risque non systémique est lié à une entreprise ou un secteur spécifique. On l'appelle également risque spécifique, résiduel ou diversifiable. Parmi les facteurs de risque non systémique, on peut citer l'arrivée de nouveaux concurrents, une mauvaise gestion, des failles dans le modèle économique, des changements dans la structure du capital, la production de biens non désirés ou encore des grèves. Le risque d'entreprise est une forme de risque non systémique lorsque des difficultés opérationnelles, financières ou commerciales nuisent aux activités d'une société. Heureusement, les risques non systémiques peuvent être atténués par la diversification. En répartissant vos investissements entre plusieurs entreprises et secteurs, vous pouvez réduire ce type de risque. Risque d'inflation. Aussi appelé risque lié au pouvoir d'achat, ce risque suppose que les flux de trésorerie issus d'un investissement perdront de leur valeur à cause de l'inflation. Tous les types d'investissements sont, dans une certaine mesure, exposés à ce risque. Ce risque est souvent lié à la durée. Une manière de le limiter consiste à ajuster son portefeuille en faveur d'actifs offrant un rendement supérieur à l'inflation. Risque de liquidité. Le risque de liquidité survient lorsque vous ne parvenez pas à acheter ou vendre un investissement assez rapidement. Par exemple, vous pourriez vouloir vendre des titres d'une petite capitalisation boursière pour investir ailleurs, mais ne pas trouver d'acheteur, ce qui rend votre capital inaccessible. Avant d'investir, il est recommandé de consulter les volumes échangés pour limiter ce risque. Risque de volatilité. Ce risque apparaît lorsque le prix d'une action fluctue fortement au fil du temps. Pour le réduire, tenez compte de la stabilité des prix, des volumes de transactions, de la volatilité historique, etc. Risque de change. Aussi connu sous le nom de risque de flux de trésorerie, il s'agit de la possibilité de subir une perte financière liée aux variations des taux de change. Ce risque concerne principalement les investissements en devises étrangères ou dans des instruments libellés en devises étrangères. Les risques mentionnés ci-dessus font partie des principaux dangers auxquels vos investissements peuvent être confrontés. Même s'il est impossible de les éliminer totalement, il est possible de les réduire grâce à divers outils et stratégies. Ici, nous vous avons présenté les différents types de risques présents sur l'ensemble du marché des valeurs mobilières. Avant d'investir, il est essentiel de considérer ces risques aux côtés des rendements potentiels. Il n'existe aucun rendement sans risque. Ainsi, évaluer soigneusement les deux aspects doit faire partie intégrante de toute décision d'investissement. Chapitre 2. Définir ses objectifs d'investissement. Lorsque vous investissez pour assurer votre stabilité financière future,
vous affectez en réalité votre argent à un actif conçu pour permettre à vos fonds de prendre de la valeur avec le temps. Si vous réfléchissez à vos objectifs financiers, vous avez probablement une idée claire de ce que vous souhaitez atteindre avec votre argent. Connaître vos besoins, vos objectifs et votre tolérance au risque constituent un excellent point de départ. Cependant, vous devez également prendre en compte d'autres éléments qui influenceront vos objectifs d'investissement, comme votre revenu, votre âge ou encore votre vision à long terme. Une réflexion approfondie sur vos objectifs d'investissement vous sera bénéfique, en gardant à l'esprit que le temps est un facteur essentiel. La rapidité avec laquelle vous souhaitez récupérer votre argent influencera grandement la manière dont vous définissez vos objectifs financiers. Définir ses objectifs d'investissement. Selon certaines études, plus de la moitié des travailleurs américains sont en retard dans leur épargne retraite. La retraite représente l'objectif financier ultime pour de nombreuses personnes. Alors pourquoi tant d'entre elles échouent-elles? L'une des raisons pourrait être le manque d'objectifs d'investissement clairement établis et maintenus dans le temps. Si vous ne parvenez pas à identifier vos objectifs dès le départ, il sera difficile de les atteindre. Même si se lancer dans l'investissement peut sembler intimidant, connaître ses priorités augmente considérablement ses chances de succès. Il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à ce qui compte pour vous avant de fixer des objectifs d'investissement concrets. Prévoyez-vous d'avoir des enfants? À quel âge souhaitez-vous partir à la retraite? Ce type de questions peut vous aider à clarifier vos priorités. À partir de là, vous pouvez commencer à définir vos objectifs financiers, c'est-à-dire tous les événements de vie pour lesquels vous devrez épargner et investir. Retraite, mariage, naissance d'un enfant, achat d'un bien immobilier, etc. Voici les étapes à suivre pour bien fixer et atteindre ces objectifs. Premier objectif. Réfléchissez à vos motivations pour investir. Gagner de l'argent est l'objectif principal de tout investissement, mais d'autres facteurs entrent en jeu. Que ferez-vous avec cet argent? S'il s'agit de compenser un déficit de revenus, de préparer votre retraite, de rembourser des dettes ou d'acheter un nouvel actif, sachez qu'il vous faudra souvent vous engager à moyen ou long terme, c'est-à-dire au moins 5 ans. Si vous visez un enrichissement rapide, l'épargne simple pourrait être une option plus adaptée. Deuxième risque, évaluez le niveau de risque que vous êtes prêt à accepter. La valeur d'un investissement peut augmenter comme baisser. Vos objectifs financiers dépendront donc de votre tolérance au risque. Réfléchissez aux domaines où vous pouvez prendre des risques et à ceux où cela est exclu. Par exemple, si vous approchez de la retraite, vous voudrez éviter les pertes importantes avant d'utiliser votre capital. Troisième temps, déterminez votre horizon d'investissement. En règle générale, plus votre argent reste investi longtemps, plus il a de chances de croître et de vous aider à atteindre vos objectifs. Toutefois, la durée de votre investissement dépendra des résultats que vous souhaitez obtenir. Ce dont vous aurez besoin dans moins de 5 ans est considéré comme un objectif à court terme. Entre 5 et 10 ans, un objectif à moyen terme. Plus de 10 ans, un objectif à long terme. Quatrième, stratégie, créez un plan d'investissement. Une fois vos objectifs et votre tolérance au risque définis, il est temps de rechercher les options d'investissement appropriées. En général, il est conseillé de commencer avec des produits peu risqués, comme un livret d'épargne ou une assurance vie en euros. Si vous pouvez tolérer davantage de volatilité, vous pourriez envisager des produits à risque modéré, comme les fonds communs de placement. Vous ne serez prêt pour des investissements plus risqués qu'après avoir constitué un socle solide de placement à faible et moyen risque. Cinquième, diversification. Construisez un portefeuille équilibré. Établir un portefeuille d'investissement équilibré et diversifié est l'une des meilleures façons de se protéger contre la volatilité des marchés. L'économie, les taux d'intérêt, la politique, les conflits ou encore la météo peuvent influencer les performances. Ce qui est bon pour un actif peut être mauvais pour un autre. Ainsi, si l'un progresse, un autre peut reculer. Investir tout son capital dans un seul type d'actif représente un risque élevé. Horizon temporel et tolérance au risque. Votre horizon temporel correspond à la durée pendant laquelle vous prévoyez de conserver un investissement avant d'en retirer un rendement. Aurez-vous besoin de l'argent investi dans quelques mois, quelques années ou plusieurs décennies? Cet horizon est un élément crucial à prendre en compte lors du choix de vos actifs.
Il est essentiel d'estimer combien de temps vous devrez investir pour atteindre un objectif financier précis. Pour répondre à des objectifs ayant des horizons temporels variés, votre portefeuille peut inclure une combinaison d'investissements diversifiés. Les objectifs à court terme incluent, par exemple, l'épargne pour un achat important dans moins de 3 ans. Les objectifs à moyen terme pourraient correspondre à l'épargne pour un apport immobilier, ce qui peut nécessiter plusieurs années. Les objectifs à long terme englobent des projets comme l'épargne pour la retraite, qui s'étend sur de nombreuses années. Quel lien existe-t-il entre votre horizon temporel et le risque? Votre horizon d'investissement est étroitement lié au niveau de risque que vous pouvez tolérer. En règle générale, plus votre horizon est long, plus vous pouvez supporter de risques. Si un placement ne fonctionne pas comme prévu, vous disposez de plus de temps pour compenser les pertes. Par exemple, lorsque vous décrochez votre premier emploi à temps plein et commencez à épargner pour votre retraite, vous pouvez prendre davantage de risques. Vous ne prévoyez pas d'utiliser ces fonds avant de nombreuses années. Grâce à ce long horizon, vous pouvez laisser votre capital fructifier malgré les fluctuations du marché. Tout investissement comporte une part de risque. Certains sont plus risqués que d'autres, mais cela peut correspondre à vos objectifs financiers. Une stratégie plus risquée peut engendrer une plus grande volatilité, mais aussi des rendements potentiellement plus élevés sur le long terme. Si vous avez un horizon à court terme et que vous avez besoin de votre argent dans quelques années, il peut être judicieux d'adopter une stratégie plus prudente. Quel type d'investissement conviennent à votre horizon temporel? Certains produits financiers sont mieux adaptés aux objectifs à court terme, tandis que d'autres conviennent davantage à une vision à long terme. Pour un investisseur à court terme, les liquidités et les obligations à court terme comportent généralement peu de risques. Par exemple, si vous épargnez pour un voyage dans 2 ans, ces options sont adaptées. En revanche, pour un investisseur à long terme, comme celui qui épargne pour sa retraite, les liquidités et obligations à court terme peuvent être risquées. Leur faible rendement risque de ne pas suffire à atteindre votre objectif ou à compenser l'inflation. A l'inverse, les actions peuvent sembler trop volatiles pour un investisseur à court terme. Leur valeur peut fluctuer fortement à court terme. Ainsi, si vous investissez en actions tout en épargnant pour un voyage proche, vous risquez de récupérer moins que ce que vous avez investi. À long terme, les actions ont un potentiel de rendement plus élevé que les liquidités et obligations. Elles sont souvent un meilleur choix pour les objectifs à long terme, car le marché boursier, bien qu'instable à court terme, tend à afficher une performance solide sur la durée. Élaborer un plan financier et un budget. La planification financière permet à une personne d'évaluer sa situation financière et de se préparer à ses objectifs à court et long terme. Elle ne se limite pas à la gestion d'investissement, comme choisir quelles actions acheter, mais inclut également la planification fiscale, successorale et assurantielle, ainsi que la gestion du budget et des dépenses quotidiennes du foyer. Vous aviez très probablement un plan pour les grands événements de votre vie. Par exemple, votre mariage a nécessité des compromis, des discussions, un budget et un calendrier, même si vous avez peut-être fini par réserver une grande table de dernière minute pour des proches de passage. La logique d'une bonne planification financière est exactement la même. Cette section vous guide pas à pas pour mettre en place un plan financier personnel et organiser vos finances. Ces conseils vous aideront à concilier vos objectifs à long terme avec vos envies immédiates, sans oublier les imprévus, qu'il s'agisse des dépenses essentielles, de votre future retraite ou de cette réparation automobile urgente. Avec 9 étapes simples, vous posez les bases solides d'une organisation financière qui vous accompagnera tout au long de votre vie. Et si vous avez déjà commencé certaines étapes, tant mieux. Si ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas grave. Commencez par une tâche, puis avancez à votre rythme. Ou bien attaquez toutes les étapes pendant un long week-end pluvieux, avec une grande cafetière à portée de main et un chien endormi à vos pieds. C'est parti. Premier, fixez des objectifs financiers. Savoir pourquoi vous économisez votre argent durement gagné est toujours un bon point de départ. 2. Prévoir l'aspect fiscal. Un bon plan fiscal peut significativement augmenter la part d'argent que vous conserverez l'année suivante. Troisième, constituer un fonds d'urgence. Même les meilleures prévisions ne suffisent pas si vous n'êtes pas préparé financièrement aux imprévus. Un fonds d'urgence est utile pour ce type de situation.
Quatrième, gérer ses dettes. Un volet fondamental de toute stratégie financière consiste à comprendre et gérer son niveau d'endettement. Cinquième, être bien assuré. Investir dans une bonne assurance est essentiel car la vie peut basculer rapidement. Les bons planificateurs financiers espèrent le meilleur tout en se préparant à l'inattendu. C'est là que l'assurance entre en jeu. 6. Planifier sa retraite. Même si la retraite vous semble encore loin, réfléchissez dès maintenant à ce que vous voulez que votre argent vous permette de faire à ce moment-là et élaborez un plan pour y parvenir. 7. Investir en dehors de son plan d'épargne retraite. Prenez votre plan d'épargne et renforcez-le afin d'atteindre vos objectifs à moyen et long terme. L'investissement peut vous aider à y parvenir. 8. Préparer sa succession. Pas besoin d'être riche, âgé, marié ou parent pour avoir besoin d'un plan de succession. Celui-ci désigne qui prendra les décisions médicales et financières à votre place si vous devenez incapable de le faire. Chapitre 3. Construire un portefeuille diversifié avec des fonds indiciels. Investir dans des fonds indiciels est une excellente option pour les débutants, grâce à ses nombreux avantages. Par exemple, ces fonds sont souvent peu coûteux, nécessitent peu de gestion et peuvent offrir une diversification intégrée. Un investisseur moyen peut obtenir une diversification suffisante avec un portefeuille simple composé de 2 à 3 fonds indiciels. Ces fonds sont généralement gérés de manière passive, ce qui signifie qu'aucun gestionnaire de fonds n'intervient activement dans les décisions d'investissement. À la place, le fonds tente de répliquer la performance d'un indice de référence, comme le S&P 500. Bien sûr, cela ne signifie pas que les fonds indiciels sont sans défaut. L'un des principaux compromis que font les investisseurs est de renoncer à une grande partie du contrôle sur les actifs composant leur portefeuille. De plus, ces fonds ne sont pas toujours aussi diversifiés qu'on pourrait le penser. Cependant, les fonds indiciels représentent une excellente solution pour les investisseurs débutants ou pour ceux qui ne souhaitent pas passer beaucoup de temps à surveiller leur portefeuille. Dans cette section, nous allons vous montrer comment acheter les meilleurs fonds indiciels et profiter de leurs principaux avantages. Qu'est-ce qu'un fonds indiciel ? Un fonds indiciel est un fonds commun de placement qui investit dans des actions reflétant étroitement celles d'un indice boursier spécifique. Cela signifie que la performance du fonds sera alignée sur celle de l'indice de référence qu'il suit. Un indice est un ensemble de titres représentant un secteur particulier du marché. Les fonds indiciels relèvent d'Awagalav de la gestion passive, car ils se contentent de suivre un indice donné. Les titres négociés dans un fonds à gestion passive sont donc basés sur cet indice de référence. Par ailleurs, les fonds gérés de manière passive n'ont pas besoin d'une équipe d'analystes pour détecter les opportunités ou choisir les actions à fort potentiel. Un fonds indiciel est conçu pour répliquer la performance de son indice, contrairement à un fonds géré activement qui cherche à anticiper les mouvements du marché et à le surperformer. Par conséquent, les rendements des fonds indiciels sont très proches de ceux du marché de référence. À l'exception d'une légère variation appelée erreur de suivi, tracking error, les rendements sont globalement équivalents à ceux de l'indice suivi. Les gestionnaires de fonds s'efforcent généralement de réduire au maximum cette marge d'erreur. Pourquoi investir dans les fonds indiciels ? Voici quelques-uns des avantages majeurs des fonds indiciels. Premier, frais réduits. Un fonds indiciel réplique son indice de référence. Il n'a donc pas besoin d'une équipe d'analystes chargée de rechercher les meilleures entreprises à acheter. De plus, il n'y a pas de gestion active des transactions boursières. Tous ces éléments contribuent à réduire les frais de gestion de ce type de fonds. Deuxième investissement impartial. Les fonds indiciels suivent un processus automatisé et fondé sur des règles précises. Le mandat du gestionnaire indique combien investir dans chaque titre composant l'indice. Cela élimine toute intervention humaine ou biais subjectif dans la prise de décision d'investissement. Troisième exposition étendue au marché. Les investissements sont réalisés dans une proportion similaire à celle de l'indice, garantissant une large diversification du portefeuille à travers différents secteurs et titres. Un investisseur peut ainsi, avec un seul fonds indiciel, capter les rendements potentiels de l'ensemble d'un marché. Par exemple, si vous investissez dans un fonds indiciel Nifty,
vous aurez accès à 50 titres répartis dans 13 secteurs différents, allant de la pharmacie aux services financiers. Quatrième, avantages fiscaux. Grâce à leur gestion passive, les fonds indiciels enregistrent généralement peu de transactions dans l'année. Moins de mouvements signifie que les porteurs de parts reçoivent moins de distributions de plus-value, ce qui peut réduire l'impact fiscal. Cinquième facilité de gestion. Les fonds indiciels sont plus simples à gérer, car le gestionnaire n'a pas besoin d'anticiper la réaction du marché face aux actions de l'indice. Il lui suffit de rééquilibrer périodiquement le portefeuille pour rester aligné avec l'indice de référence. Type de fonds indiciels. Il existe de nombreuses variétés de fonds indiciels. Voici ce que vous devez savoir sur les différents types de fonds indiciels disponibles. Fonds indiciels de marché large, Broad Market Index Funds. Ces fonds visent à représenter l'ensemble d'un marché investissable comme les actions, les obligations ou d'autres classes d'actifs. Certains suivent tout le marché boursier, incluant des entreprises de divers secteurs, tandis que d'autres ne suivent qu'un sous-ensemble, comme les actions à grande ou petite capitalisation. Les fonds indiciels de marché large sont une excellente option si vous recherchez une exposition peu coûteuse à une classe d'actifs complète ou à un pays ou une région en particulier. Fonds indiciels par capitalisation boursière, Market Cap Index Funds. Ces fonds investissent selon la capitalisation boursière des entreprises. La capitalisation correspond à la valeur totale des actions en circulation d'une entreprise. Les fonds Small Cap, petite capitalisation, regroupent des entreprises dont la capitalisation est inférieure à 2 milliards de dollars. Les fonds Large Cap, comme ceux suivant le S&P 500, ciblent des entreprises de plus de 10 milliards de dollars. Les fonds Mid Cap se situent entre les deux. Fonds indiciels à pondération égale Equal Weight Index Funds. La plupart des fonds indiciels pondèrent leurs titres en fonction de la capitalisation boursière, ce qui signifie que les entreprises les plus valorisées dominent le portefeuille. Cela peut entraîner une surpondération d'une société spécifique. Les fonds à pondération égale corrigent cela en allouant la même part du portefeuille à chaque entreprise. Par exemple, dans un fonds comportant 100 titres, chaque action représente environ 1% du portefeuille total. Fonds indiciels d'obligations ou de revenus fixes, Debt and Fixed Income Index Funds. Même si l'on pense souvent aux actions en évoquant les fonds indiciels, il existe également des fonds indiciels obligataires. Ces fonds suivent des indices obligataires comme d'autres suivent les indices boursiers, avec des frais de gestion réduits. Les obligations constituent une composante essentielle d'un portefeuille, surtout à l'approche de la retraite. Fonds indiciels sectoriels, Index Funds, Based on Sector. Si vous avez une opinion particulière sur un secteur de l'économie, les fonds indiciels sectoriels peuvent être un excellent choix. Ils permettent d'exprimer un positionnement stratégique sans avoir à analyser chaque actif individuellement. Par exemple, si vous pensez que les taux d'intérêt vont continuer à augmenter, vous pouvez investir dans un fonds axé sur le secteur financier ou technologique. Fonds indiciels internationaux, International Index Funds. Les fonds indiciels offrent un moyen simple d'obtenir une exposition géographique en dehors de votre pays d'origine. Même sans connaître les entreprises individuelles, vous pouvez vouloir allouer une part de votre portefeuille à une région économique prometteuse. Ces fonds facilitent l'accès aux marchés d'Europe, d'Asie-Pacifique ou d'autres régions mondiales. Fonds indiciels socialement responsables, Socially Responsible Index Fund. Avec des investisseurs de plus en plus sensibles à l'impact de leurs placements, les fonds indiciels socialement responsables gagnent en popularité. Certains indices regroupent des entreprises attentives aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. D'autres excluent des entreprises en raison de leur activité commerciale, par exemple dans les domaines du tabac, de l'alcool, des armes, du divertissement pour adultes ou des jeux d'argent. Guide étape par étape pour acheter des fonds indiciels. Investir dans des fonds indiciels est simple.
vous n'avez pas besoin de grand-chose pour commencer. Et grâce au courtier en ligne, vous pouvez le faire en quelques minutes. Premier, choisir un courtier. La première chose à faire est de décider où investir votre argent. Ouvrez un compte chez le courtier qui propose le fonds souhaité ou chez le courtier de votre choix. La plupart des principaux courtiers offrent leurs propres fonds indiciels et les performances devraient être similaires entre les plateformes puisque ces produits suivent généralement les grands indices boursiers. Cependant, de légères différences entre les courtiers peuvent influencer votre choix. Par exemple, Vanguard est une société détenue par ses investisseurs, ce qui a son importance pour certains. Le site de Fidelity est souvent considéré comme plus convivial. D'autres, comme TD Ameritrade, proposent des outils de trading plus avancés. Choisir le bon courtier implique donc de réfléchir à ce qui compte le plus pour vous. En créant un compte auprès d'un courtier en ligne, vous pouvez investir votre argent comme bon vous semble. Il existe probablement des milliers de fonds indiciels parmi lesquels choisir. En général, vous pouvez aussi décider d'ouvrir un compte titre ordinaire ou un compte de type plan d'épargne retraite, PER, en fonction de vos objectifs. 2. Choisir votre fonds indiciel. L'étape suivante consiste à choisir le ou les fonds dans lesquels investir. Plusieurs options bien connues s'offrent à vous, mais la plupart des investisseurs avertis éviteront probablement d'investir à la fois dans un fonds suivant l'indice S&P 500 et dans un fonds répliquant l'ensemble du marché américain, car ce dernier englobe déjà les sociétés du S&P 500. Un indice couvrant l'ensemble du marché boursier comprend toutes les entreprises cotées aux États-Unis, tandis que le S&P 500 ne comprend qu'environ 500 des plus grandes sociétés américaines. Au-delà de cela, la manière dont vous répartissez vos investissements dépend de vos préférences personnelles. Troisième, achetez des parts de fonds indiciels. Une fois que vous avez choisi votre courtier et vos fonds, le plus gros du travail est fait. Il ne vous reste plus qu'à acheter des parts. Vous devrez encore décider combien d'argent allouer à chaque type de fonds si vous investissez dans plusieurs. Les jeunes investisseurs qui épargnent pour leur retraite peuvent envisager d'allouer une part plus importante de leur portefeuille à des produits plus risqués, comme les actions, car ils disposent de plus de temps avant d'avoir besoin de cet argent. En revanche, les personnes plus proches de la retraite auront peut-être intérêt à orienter une plus grande partie de leurs investissements vers des produits moins risqués, comme les obligations qui sont moins susceptibles de subir une baisse de valeur à court terme. J'espère que vous appréciez mon livre audio jusqu'à présent. Ce serait un plaisir si vous pouviez me dire ce que vous pensez de ce livre audio dans la section des commentaires ci-dessous. Nous vous serions reconnaissants de laisser un j'aime à cette vidéo et de vous inscrire à United Audiobooks français pour avoir accès à d'autres livres audio à succès à l'avenir. Par ailleurs, si vous souhaitez obtenir d'autres livres audio gratuits, veuillez cliquer sur le premier lien dans la description ci-dessous. Passons maintenant au chapitre suivant. Chapitre 4. Introduction à l'analyse technique. Les recherches et analyses de marché basées sur l'analyse technique peuvent aider les traders à prendre des décisions plus éclairées. Bien que cette méthode existe depuis plusieurs siècles, sa popularité a explosé au cours des 20 dernières années grâce à la sophistication croissante des données et des technologies. Grâce à Internet, un plus grand nombre de personnes ont désormais accès à ces outils et les utilisent pour élaborer leur propre stratégie de trading. Analyse technique. Qu'est-ce que c'est ? Dans son sens le plus large, l'analyse technique consiste à étudier les marchés ou les titres financiers ainsi que les tendances passées des prix. Elle repose sur l'idée que les marchés suivent souvent des schémas prévisibles et que ces schémas peuvent être identifiés et anticipés en observant les mouvements de prix historiques dans des conditions ou signaux similaires. Ces informations peuvent ensuite être utilisées au moment de conclure une opération. Il existe de nombreuses théories en matière de trading sur les marchés et sur la manière d'en tirer profit. L'une d'entre elles, appelée théorie de l'efficience des marchés, Efficient Market Hypothesis ou EMH, affirme qu'il est impossible de battre le marché, car le prix du marché intègre déjà toutes les informations pertinentes et disponibles. Même si cette hypothèse s'avère correcte, aucun individu ne pourrait jamais maîtriser l'ensemble des données relatives à un marché, et encore moins à plusieurs marchés simultanément. C'est dans ce contexte que l'on se tourne vers des méthodes, comme l'analyse technique pour nous guider.
Comment fonctionne l'analyse technique? Cette section présente les trois principes fondamentaux de l'analyse technique. L'activité du marché explique tout. Le premier principe de l'analyse technique repose sur la conviction que la théorie de l'efficience des marchés est valable. Cela signifie que le prix d'une action reflète toutes les informations disponibles à un moment donné concernant sa valeur. Lorsqu'une nouvelle information susceptible d'influencer cette valeur devient accessible, le marché l'intègre immédiatement et totalement, et cela se traduit dans le prix. Les variations de prix suivent des tendances. Le deuxième pilier repose sur l'idée que les prix continuent généralement d'évoluer dans une même direction tant qu'aucun indicateur technique ne signale un retournement. Il existe de nombreux indicateurs techniques et chaque investisseur doit choisir celui qu'il juge le plus pertinent. L'objectif est d'identifier une tendance et de s'y tenir jusqu'à ce que des signes de retournement apparaissent. Par exemple, un investisseur pourrait décider de vendre une action si son prix est en hausse depuis un certain temps, mais qu'un indicateur technique indique soudainement qu'un repli est imminent. L'histoire est cyclique. Enfin, les modèles passés d'évolution des prix ont tendance à se répéter. Cette branche de l'analyse technique fait appel à la psychologie des marchés pour interpréter les schémas que l'on retrouve sur les graphiques de prix. On considère que les émotions collectives des investisseurs, espoir, peur, euphorie, panique, influencent fortement les variations des prix d'actifs. Le prix d'un titre augmentera si les investisseurs l'achètent avec optimisme. A l'inverse, s'ils deviennent plus pessimistes, ils vendront, ce qui entraînera une baisse du prix. Comment prendre des décisions d'investissement grâce à l'analyse technique? L'analyse technique n'est pas une compétence indispensable pour un conseiller financier. En revanche, il est essentiel qu'il en comprenne l'importance croissante et la manière dont elle peut aider les clients à mieux saisir l'impact des tendances et des schémas de prix sur leur patrimoine. Tout conseiller devrait garder en tête les enseignements essentiels suivants concernant l'analyse technique. L'analyse technique a un effet autoréalisateur. Les marchés ont une mémoire. Ils se souviennent des sommets et des creux atteints précédemment par une action, un fonds indiciel coté, ETF, ou un taux d'intérêt. Connaître ces niveaux et savoir comment les projeter dans l'avenir peut s'avérer utile, d'autant plus que des sommes considérables sont aujourd'hui consacrées à l'analyse des schémas techniques. Les bases de cette discipline ne sont pas difficiles à apprendre, mais il faut de la pratique pour devenir un expert capable de corriger ses erreurs de jugement tout en générant ou en préservant des gains. Ce n'est pas qu'un outil de trading. Bien que les investisseurs utilisent souvent les graphiques pour le day trading ou d'autres stratégies à court terme, l'analyse technique est tout aussi précieuse pour la prise de décision d'investissement que les indicateurs fondamentaux classiques. Pour exploiter pleinement les possibilités de l'analyse graphique, il faut étudier différents horizons temporels. Les graphiques mensuels sont utiles pour comprendre les tendances à long terme et identifier des points d'inflexion potentiels. Les graphiques hebdomadaires offrent probablement le meilleur compromis entre l'analyse des tendances à court et à long terme. Mais dans un marché de plus en plus volatile et rapide, comprendre les graphiques quotidiens, horaires, voire de périodes encore plus courtes, peut aussi constituer un avantage. Si vous utilisez l'analyse technique pour sélectionner des investissements dans un portefeuille client, vous pouvez consulter les graphiques de long terme pour repérer les opportunités attractives et les graphiques de court terme pour décider quand investir et dans quelle proportion. Le prix est au cœur de l'analyse technique et il est objectif. Les investisseurs peuvent spéculer à l'infini sur une éventuelle hausse de prix, l'impact d'un rachat ou la croissance future des bénéfices. Tout cela reste hypothétique. Quelle est la véritable valeur d'un titre? Le prix que vous l'avez payé. Et si vous constituez un historique de prix réel et apprenez à déchiffrer les schémas qu'il contient, vous disposez d'un outil bien plus tangible que n'importe quelle prévision de bénéfices émise par une société de courtage. Les marchés racontent en permanence des histoires que l'analyse technique peut révéler. L'analyse graphique permet d'écouter le récit du marché et de l'utiliser au bénéfice de vos clients. Si vous commencez à intégrer ce sujet dans vos échanges avec eux, vous verrez des opportunités s'ouvrir à vous.
Chapitre 5. Le trading d'options pour les débutants. Pour réussir en bourse, il est utile d'aller au-delà des transactions de base et des simples achats d'actions ou de fonds indiciels cotés, ETF. Si vous comprenez bien dans quoi vous vous engagez et que vous apprenez à maîtriser le trading d'options, cette stratégie peut devenir une voie vers un succès significatif sur les marchés financiers. Envie d'en savoir plus? Explorons ensemble, en détail, le fonctionnement du trading d'options pour les débutants. Qu'est-ce qu'une option? Une option est un contrat d'achat ou de vente qui donne à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif financier, comme une action ou un autre instrument, à un prix fixé à l'avance, à une date déterminée ou avant cette date. Considérez une option comme une réservation du droit d'acheter ou de vendre un actif, par exemple une action, à un prix précisé dans le contrat, jusqu'à l'échéance fixée. Il est important de rappeler qu'il s'agit d'un droit, pas d'une obligation. En général, les options permettent aux investisseurs de se positionner à l'achat ou à la vente sans devoir s'engager immédiatement. Cela offre aux traders d'options des moyens de réduire leur exposition au risque, de profiter de conditions favorables sur les marchés ou encore de se protéger contre une chute des cours. Le trading d'options peut aussi être comparé à un pari sur la performance d'une action. Par exemple, si vous pensez qu'une action va fortement augmenter, vous pouvez acheter une option qui vous donne le droit de l'acquérir au prix actuel pendant une semaine. Si le prix de l'action monte effectivement, vous pourrez l'acheter à prix réduit, puis la revendre à un autre investisseur, réalisant ainsi un bénéfice significatif. Comment fonctionne le trading d'options? Le trading d'options consiste à conclure un contrat permettant d'acheter ou de vendre une action à un prix déterminé, dans un délai défini. Il existe deux types principaux d'options, les options d'achat, call, et les options de vente, puts. Une option d'achat, call, vous donne le droit d'acheter une action à un prix spécifié. Une option de vente, PUT, vous donne le droit de vendre une action à un prix déterminé. Le trading d'options repose sur deux parties principales. Premier, les détenteurs de contrats, acheteurs d'options, ces investisseurs achètent une option pour acheter ou vendre les actions sous-jacentes avant la date d'échéance. Ils peuvent soit exercer leurs droits, soit laisser le contrat expirer sans l'utiliser, si les conditions du marché ne sont pas favorables. Le principal risque pour ces acheteurs est de perdre la prime qu'ils ont payée si le contrat expire sans avoir été exercé. 2. Les vendeurs ou rédacteurs de contrats, émetteurs d'options, ces vendeurs rédigent et vendent les contrats d'options et encaissent la prime payée par l'acheteur. En échange, ils s'engagent à acheter ou vendre l'actif sous-jacent si le détenteur décide d'exercer son option. Il est important de noter que les contrats d'option ont toujours une date d'échéance précise et stricte. Vous ne pouvez exercer votre droit, acheter ou vendre l'actif, que jusqu'à cette date, et pas après. Exemple pratique. Supposons que vous déteniez un contrat call vous donnant le droit d'acheter une action pour 100 € jusqu'au 5 mai à 17 heures. Si vous attendez le 6 mai, votre droit expire. Vous ne pourrez plus acheter à 100 € et devrez alors payer le prix du marché, quel qu'il soit à ce moment-là. Type d'option. Maintenant que nous avons défini ce qu'est une option, examinons les deux principales catégories de contrats d'option, l'option d'achat, call, et l'option de vente, put. Option d'achat, call. Une option d'achat est un contrat qui accorde à son détenteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter un titre ou un autre instrument financier à un prix fixé à l'avance, prix d'exercice, pendant une période donnée. Pour acheter une option d'achat, l'investisseur doit payer une prime. Comme mentionné précédemment, l'acheteur a la liberté de ne pas exercer cette option si elle ne s'avère pas rentable. En revanche, le vendeur du contrat est tenu de vendre les titres si l'option est exercée. Le gain potentiel d'une option d'achat peut être illimité, tandis que la perte est limitée à la prime versée. Exemple. Imaginons qu'un investisseur achète une option d'achat sur l'action de l'entreprise XYZ avec un prix d'exercice de 100 € et une échéance dans un mois. Si le jour de l'échéance, le cours de l'action monte à 120 €, le détenteur de l'option peut toujours acheter l'action à 100 €, puis la revendre à prix de marché, réalisant ainsi une plus-value. L'option d'achat permet donc à l'investisseur
d'acheter à prix réduit un actif dont le cours est en hausse et de revendre avec bénéfice. Trois types d'options d'achat. Premier call dans la monnaie, in the money, le prix d'exercice est inférieur au cours actuel de l'actif. Deuxième, call à la monnaie, at the money, le prix d'exercice est proche du cours actuel, souvent à égalité avec le prix du marché plus ou moins la prime. Troisième, call hors de la monnaie, out of the money, le prix d'exercice est supérieur au cours actuel du titre. Option de vente, PUT. Une option de vente donne au détenteur le droit de vendre un actif sous-jacent à un prix d'exercice fixé, avant ou à la date d'échéance. Cela permet à l'investisseur de garantir un prix de vente minimal, quel que soit le cours réel du marché. Le détenteur n'est pas obligé d'exercer ce droit. Si le prix du marché dépasse le prix d'exercice, il peut simplement vendre l'actif sur le marché sans activer l'option. Exemple. Supposons qu'un investisseur achète une option de vente sur une action de l'entreprise XYZ avec la possibilité de vendre à 100 € jusqu'à une certaine date. Si le cours tombe à 80 €, il peut tout de même vendre à 100 €, limitant ainsi sa perte. En revanche, si l'action monte à 120 €, il peut laisser l'option expirer et vendre directement au marché. L'option de vente permet donc à l'investisseur de réduire son risque en période de baisse des cours. Trois types d'options de vente. Premier, put dans la monnaie, in the money, le prix d'exercice est supérieur au cours actuel de l'actif. Deuxième, put à la monnaie, at the money, le prix d'exercice est proche du cours actuel en tenant compte de la prime. Troisième, put hors de la monnaie, out of the money, le prix d'exercice est inférieur au cours actuel. Options américaines et européennes. Selon les conditions d'exercice, les options peuvent aussi être classées comme options américaines, peuvent être exercées à tout moment avant l'échéance. Options européennes ne peuvent être exercées qu'à la date d'échéance. Risques et avantages du trading d'options. La plupart des techniques utilisées par les investisseurs en options présentent un risque limité et un potentiel de gain modeste. Le trading d'options comporte un potentiel de perte illimité et ne constitue pas un moyen rapide de s'enrichir. De manière générale, les opérations nécessitent moins de capital que des transactions boursières équivalentes. Plutôt que de générer des montants bruts importants, elles peuvent offrir un rendement proportionnellement plus élevé par rapport à l'investissement initial. Même les détenteurs d'options qui utilisera des techniques spéculatives, comme la vente de calls non couverts, voient rarement des gains spectaculaires. Le profit maximal possible correspond à la prime du contrat. La perte, quant à elle, dépasse souvent ce plafond. Même si l'effet de levier permet des gains importants en pourcentage, le montant de liquidité requis est généralement inférieur à celui d'un achat d'actions classiques. Les options comptent pratiquement parmi les instruments d'investissement les plus flexibles, bien qu'elles ne conviennent pas à tous les investisseurs. Elles peuvent être utilisées pour générer des revenus, se couvrir, hedging, spéculer ou mettre en place des stratégies haussières, baissières ou neutres. Comment débuter dans le trading d'options ? Un contrat d'option accorde à son détenteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix donné, appelé prix d'exercice, jusqu'à une date spécifique, appelée date d'expiration, via une option d'achat, call, ou une option de vente, POT. Le trading d'options peut vous convenir si vous négociez déjà un actif particulier et souhaitez adopter de nouvelles perspectives sur le marché. Premièrement, familiarisez-vous avec les options. Pour mieux comprendre comment les options peuvent vous aider à exprimer votre vision du marché, vous devez vous familiariser avec les nombreuses stratégies possibles et leur profil de risque avant de commencer à trader. Pour cela, inscrivez-vous à une formation sur le trading d'options ou lisez de la littérature spécialisée. Commettre une erreur coûteuse est facile. Oublier une date d'expiration, ignorer le niveau de risque pris ou trader le mauvais type ou style d'option. Vous devez donc examiner attentivement les détails et le fonctionnement technique des contrats d'options que vous comptez négocier. 2. Connectez-vous à Internet. Un ordinateur ou un appareil mobile récent connecté à Internet est pratiquement indispensable,
car vous souhaiterez probablement trader des options en ligne via une plateforme de trading. Troisième, choisissez un courtier d'options en ligne réputé. De nombreux courtiers en ligne permettent le trading d'options. Choisissez un courtier réglementé qui propose des options sur les classes d'actifs que vous souhaitez trader, avec une plateforme fiable et des spreads serrés. Certains courtiers exigent également des conditions spécifiques pour trader des options, car il s'agit d'instruments complexes. Quatrième, ouvrez un compte. Consultez les conditions de dépôt initial et les types de comptes proposés par le courtier pour déterminer ce qui vous convient le mieux. Renseignez-vous aussi sur les exigences de marge pour les différentes stratégies d'options afin de vous assurer que vous avez suffisamment de fonds pour couvrir vos opérations. Cinquième, entraînez-vous au trading d'options. Il est recommandé de pratiquer sur un compte de démonstration avant de trader avec de l'argent réel. Cela vous permet de comprendre le fonctionnement du trading d'options et de vous entraîner sans risque avec la plateforme de votre courtier. 6. Développez une stratégie. En tenant compte du risque encouru, développez et testez quelques méthodes de trading d'options présentant une chance raisonnable de réussite. Vous pourrez ensuite les intégrer dans un plan de trading complet qui précise comment vous souhaitez gérer vos opérations et votre capital à risque. 7. Alimentez votre compte et commencez. Après avoir suivi ces étapes, vous serez prêt à trader des options en réel, dès qu'une opportunité de marché compatible avec votre style se présentera. Assurez-vous toujours d'avoir suffisamment de fonds disponibles chez votre courtier pour couvrir les appels de marge et ne tradez jamais avec plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Chapitre 6. Investir dans les penny stocks. Les penny stocks sont souvent la première étape idéale pour les investisseurs novices. Comme leur nom l'indique, les penny stocks sont des entreprises dont les actions se négocient à un prix très bas, toujours inférieur à 1 dollar. Il est facile de comprendre pourquoi les débutants sont attirés par l'idée d'investir dans une entreprise pour quelques centimes, puis de vendre leurs actions à profit lorsque le prix grimpe à plusieurs dollars. En raison de leur prix incroyablement bas, un investisseur peut détenir des milliers d'actions pour un investissement relativement modeste. Un gain de seulement quelques centimes par action, à cette échelle, peut entraîner des rendements en pourcentage significatifs. L'inverse est également vrai. Mais avant tout, un mot d'avertissement. En raison de leur manque de liquidité, des écarts importants entre les cours acheteurs et vendeurs, c'est-à-dire la différence entre le prix auquel un actif peut être acheté et celui auquel il peut être vendu, de leur faible capitalisation boursière et du peu d'analystes qui les suivent, ainsi que du manque de transparence, ces actions sont généralement considérées comme très spéculatives et à haut risque. Continuez votre lecture si vous pensez être prêt à commencer à trader des penny stocks. Que sont les penny stocks? Selon la Securities Exchange Commission, SEC, tout titre se négociant à moins de 5 dollars par action est considéré comme un penny stock. La plupart de ces entreprises étant encore jeunes, avec une faible capitalisation boursière et sans historique de performance éprouvé, les traders et investisseurs doivent les considérer comme des paris spéculatifs. Mais alors, que sont exactement les penny stocks? Eh bien, pour commencer, ils sont bon marché, donc vous n'aurez pas besoin de beaucoup d'argent pour ouvrir une position importante, et ils affichent souvent des envolées spectaculaires de 100% ou plus en une seule journée. La promesse de gains aussi importants a attiré de nouveaux traders de tous horizons, ce qui explique pourquoi ils sont devenus si populaires. Cependant, en raison de la volatilité des penny stocks, il est tout aussi facile de perdre tout son capital, voire davantage si vous tradez avec effet de levier. Avant de risquer le moindre centime durement gagné, il est crucial d'apprendre à les traders et de savoir ce qu'il faut rechercher. Comment fonctionnent les penny stocks? Les penny stocks se négocient comme n'importe quelle autre action, tout en comportant un risque accru. Ils changent moins souvent de main en raison de volumes d'échanges plus faibles, ce qui rend ces investissements moins liquides. Les penny stocks sont des placements risqués en raison de leur forte sensibilité aux fluctuations de prix et d'autres variables. Ils sont constitués d'entreprises extrêmement spéculatives et non éprouvées et présentent un risque important en raison de leur faible prix par action et de leur petite capitalisation boursière. Ces actions offrent moins d'informations, car elles sont moins couvertes par les grands investisseurs institutionnels, rendant les décisions de trading
plus difficile à prendre de manière éclairée. L'information est souvent moins fiable, car ces entreprises ne sont pas tenues de déposer des rapports auprès de la SEC, ce qui rend les données moins dignes de confiance. Comme peu d'actions de ces sociétés s'échangent quotidiennement, contrairement aux actions ordinaires, les penny stocks sont également considérés comme des investissements illiquides. Le manque de liquidité augmente les risques de ne pas trouver d'acheteurs et de devoir vendre à un prix défavorable. De plus, ces entreprises sont souvent la cible de manipulateurs de marché qui achètent massivement des actions avant de gonfler artificiellement leur prix à l'aide de déclarations fausses et trompeuses, une pratique connue sous le nom de pump and dump. Les avantages et les inconvénients du trading de penny stocks. La possibilité pour les traders de diversifier leur portefeuille sans investir beaucoup d'argent est l'un des principaux avantages de ces actions. Elles sont abordables, présentent un bon potentiel de rendement et peuvent de même aider les traders à renforcer leur tolérance au risque à mesure qu'ils progressent dans leurs activités. Cependant, la volatilité peut poser problème, même lorsque vous trouvez une action fiable à trader. Les pertes peuvent souvent dépasser vos attentes, car les prix peuvent chuter rapidement et de manière imprévisible. Étant donné que de nombreuses penny stocks sont émises par des entreprises cherchant à réaliser un profit rapide, il peut être difficile d'en estimer la véritable valeur. Leur viabilité à long terme est également peu probable. Comment trouver et analyser les penny stocks? Il existe de nombreux endroits où l'on peut se procurer une multitude de penny stocks. Les trouver est facile. Sélectionner les meilleurs est beaucoup plus difficile. Très bien. Maintenant que vous comprenez ce que sont les penny stocks, vous avez conclu que ce marché vous convient. Vous pourriez alors vous demander comment trouver des penny stocks, par où commencer et comment en acheter. C'est à ce stade que les choses se compliquent, car un manque de recherche ou un achat impulsif peut entraîner des erreurs coûteuses et des pertes importantes. Trouver les meilleurs penny stocks est un véritable défi. Prendre le temps d'étudier les listes de penny stocks et d'obtenir des données sur des entreprises spécifiques augmentera considérablement vos chances de succès. Il n'est pas conseillé d'acheter un penny stock simplement parce qu'un collègue, ayant entendu quelqu'un en parler avec enthousiasme dans le bus, vous l'a recommandé. Vous réfléchissez donc maintenant à l'endroit où acheter des penny stocks et à la manière de les analyser. On trouve des listes des meilleurs penny stocks sur de nombreux sites web. Il est essentiel ici d'adopter une approche prudente et de savoir distinguer les penny stocks légitimes de ceux qui sont la cible de manipulation du type pump and dump. La première étape consiste à trouver un site qui répertorie les penny stocks. La page Investing ID de Wall Street Survivor, qui propose une liste de plusieurs penny stocks, est un excellent point de départ. Utilisez également le filtre de valeur de MSN, MSN's Stock Screener, pour sélectionner des actions en fonction de critères comme le prix par action. Mais il est tout aussi crucial de savoir où chercher de bons penny stocks. Après avoir consulté plusieurs listes en ligne, assurez-vous de faire vos propres recherches sur chaque entreprise. Une analyse fondamentale ou technique peut être utilisée pour les évaluer. L'analyse technique est plus couramment utilisée pour les penny stocks. Comment trader les penny stocks? Vous avez entendu les mises en garde, et pourtant vous souhaitez toujours trader les penny stocks. Aujourd'hui encore, il est possible de tirer profit du trading de penny stocks. Mais avant tout, vous devez vous former. Ensuite, vous pourrez commencer à trader. Pour réussir dans le trading de penny stocks, vous devez être un investisseur averti et bien connaître le marché. Les penny stocks peuvent offrir l'un des meilleurs rapports risque-rendement de tous les types d'investissements, à condition de les trader intelligemment. Deuxième impératif, évitez les escrocs. Lisez attentivement les petites lignes de tout email ou toute publicité que vous recevez sur les réseaux sociaux ou par courriel. La phrase « des centimes transformés en dollars en un instant » est une excellente introduction au sujet de vos plus grandes pertes. Un collègue pourrait vous recommander des actions cotées sur le marché Pink Sheets en raison de leur faible prix, ou bien vous pourriez tomber sur une liste d'actions OTC qui attire votre attention. À l'inverse, vous pourriez aussi avoir découvert un placement de qualité. Les actions OTCM, KTS, cependant, peuvent être fatales. 1. Inscrivez-vous pour un compte de trading en direct. Ensuite, inscrivez-vous pour commencer à trader des penny stocks.
Ouvrez un compte en direct ici si vous êtes sur ordinateur pour spéculer, spread betting ou trader des CFD sur les variations de prix des penny stocks. 2. Alimentez votre compte. Ajouter de l'argent sur votre compte est simple, via carte bancaire, virement ou PayPal. Troisième, effectuez des recherches pour identifier les meilleures actions pour vous. Pour vous aider à trader les penny stocks, consultez nos outils d'actualité et d'analyse dans la section dédiée. Quatrième, choisissez si vous souhaitez acheter ou vendre. En fonction de votre stratégie, déterminez vos points d'entrée et de sortie. Si vous pensez que le prix de l'actif va augmenter, optez pour une position longue et achetez. Ou vendez à découvert, vendez si vous êtes convaincu que le prix va baisser. 5. Limitez votre risque. Avant de valider votre ordre, assurez-vous de respecter les critères de gestion des risques définis par votre stratégie. 6. Passez votre ordre après avoir déterminé la taille de votre position. Appliquez des ordres de gestion du risque, tels que des ordres de prise de bénéfice, take profit, et de limitation des pertes, stop loss, puis validez votre ordre. 7. Surveillez votre position avant de clôturer l'opération. Respectez votre plan de trading et quittez la position lorsque le prix cible est atteint si votre investissement dans un penny stock est rentable. Chapitre 7. Investir dans les dividendes. L'un des meilleurs moyens d'investir consiste à acheter des actions d'entreprises qui versent régulièrement des dividendes. Certains qualifieraient même l'investissement dans les dividendes d'ennuyeux, car il s'agit d'investir dans des entreprises plus établies pour obtenir des paiements progressifs et fiables. Pourtant, les gains réguliers ne sont jamais ennuyeux. Même si les générations précédentes d'investisseurs préféraient cette stratégie parce qu'elle leur procurait généralement des rendements plus élevés que ceux actuellement disponibles, une approche fondée sur les dividendes présente encore de nombreux avantages aujourd'hui. Que sont les dividendes et comment fonctionnent-ils ? Le versement de dividendes consiste à redistribuer les bénéfices d'une entreprise à ses actionnaires, les détenteurs de parts. Prenons un exemple concret. Supposons que vous achetiez 100 actions d'une entreprise à 10 $ chacune et que chaque action verse un dividende annuel de 50 centimes de dollar. Sur un an, un investissement de 1000 $ vous rapporterait donc 50 $ en dividendes. Cela correspond à un rendement de 5%, ce qui n'est pas négligeable. Libre à vous de décider quoi faire de vos dividendes. Vous pouvez acheter des actions dans une autre entreprise, réinvestir automatiquement les fonds dans davantage d'actions de la même société grâce à un plan de réinvestissement des dividendes, DRIP, épargner les fonds ou les dépenser. Vous continueriez à percevoir ces dividendes tant que l'entreprise maintient leur versement indépendamment de la hausse ou de la baisse du cours de l'action. L'intérêt des actions à dividendes réside dans le fait qu'une partie de votre rendement provient de paiements trimestriels fiables. Un portefeuille diversifié d'actions à dividendes peut générer un revenu régulier, quelles que soient les conditions du marché. Même si toutes les entreprises émettant des dividendes ne sont pas en mesure de maintenir leur distribution dans tous les contextes économiques. Lorsque vous combinez ces dividendes avec la croissance du capital générée par l'augmentation de la valeur de vos entreprises, vos rendements globaux peuvent par même dépasser ceux du marché dans son ensemble. Investir dans les dividendes, avantages et inconvénients. L'investissement axé sur les dividendes présente à la fois des avantages et des inconvénients lorsqu'il est utilisé pour générer un revenu passif. Examinons-les de plus près. Avantages. Premier, les investisseurs souhaitant générer régulièrement des revenus supplémentaires sans avoir à prendre constamment des décisions d'investissement peuvent envisager la méthode des dividendes. En d'autres termes, elle peut fournir une source de revenus stable. 2. Si le prix des actions à dividendes augmente avec le temps, elles peuvent également offrir une plus-value à leurs détenteurs. Troisième, étant donné que les dividendes versés par des entreprises bien établies ne fluctuent pas fortement selon les conditions économiques, cette méthode garantit une certaine protection face à la volatilité du marché boursier. Inconvénients. Premier, les dividendes ne sont jamais garantis. Une entreprise peut décider de cesser complètement de verser des dividendes. Elle peut aussi choisir de réduire le montant de ses distributions. 2. Un autre inconvénient de l'investissement dans les dividendes à des fins de revenus passifs
est la limite potentielle des rendements. Dans le contexte économique actuel, même les entreprises les plus fiables qui versent des dividendes élevés n'offrent pas un rendement annuel supérieur à 10%. Il existe toutefois quelques exceptions. Troisième, les entreprises offrant des rendements de dividendes exceptionnellement élevés peuvent sembler attrayantes, mais il est probable qu'elles réduisent bientôt leur versement. Il faut donc évaluer ce risque et éviter les pièges des rendements trop élevés. Comment identifier les actions versant des dividendes? L'un des moyens d'identifier les meilleures actions à dividendes est de s'intéresser au rendement du dividende. De nombreux sites web se concentrent sur les actions à haut rendement, mais se fier uniquement à ce critère peut être trompeur. Prenons l'exemple d'une action qui, jusqu'à récemment, valait 100 $ et versait 5 $ de dividendes annuels. Toutefois, si l'entreprise rencontre des difficultés et que le cours de l'action chute à 50 $ tout en continuant à verser ces 5 $ par an, le rendement grimpe alors à 10%. Dans ce cas, l'augmentation du rendement du dividende ne reflète pas la bonne santé de l'entreprise, mais plutôt une situation de crise. Si le cours d'une action chute, cela peut indiquer des problèmes internes et le conseil d'administration pourrait envisager de revoir à la baisse les dividendes. Cela souligne l'importance de la fiabilité lorsqu'on choisit des actions à dividendes. L'entreprise est-elle suffisamment solide pour continuer à verser les dividendes promis et même les augmenter progressivement avec le temps? Un bon point de départ est le groupe des dividendes aristocrats. Il y a un ensemble d'entreprises qui ont historiquement augmenté leurs dividendes année après année. Certains secteurs, comme les services publics ou l'immobilier, ont également tendance à offrir des dividendes plus élevés que la moyenne. Un autre indicateur pour repérer des entreprises solides en matière de dividendes est le taux de distribution payout ratio, qui neutralise la volatilité des cours boursiers en comparant les bénéfices d'une entreprise au montant du dividende versé par action. Par exemple, si une entreprise gagne 2 $ par action sur un trimestre et verse un dividende d'1 $ par action, son taux de distribution est de 50%. Un faible taux de distribution indique généralement des dividendes plus stables. Il peut aussi signaler que l'entreprise a une marge de manœuvre pour augmenter ses dividendes. En revanche, si ce taux dépasse 100%, cela signifie que l'entreprise distribue plus qu'elle ne gagne, ce qui met ses bénéfices sous pression et peut l'obliger à réduire ses dividendes. A l'inverse, un taux de distribution qui augmente régulièrement peut témoigner d'une entreprise solide opérant dans un secteur stable. Comment construire un portefeuille axé sur les dividendes? Voici les 6 étapes pour constituer votre portefeuille. Premier, répartissez les bonnes actions que vous possédez. Rappelez-vous que vous investissez pour couvrir vos besoins futurs en revenus, pas pour transformer votre argent en la fortune du roi Salomon. Dans cet esprit, laissez la gestion de portefeuille ultra ciblée aux spécialistes qui vivent et respirent dans les actions. L'objectif principal ici n'est pas la croissance, mais les dividendes. Vous n'êtes pas obligé de prendre des risques d'entreprise. 2. Incluez 5 à 7 secteurs dans votre pondération pour accroître la diversification. Posséder 10 sociétés pétrolières, c'est parfait, tant que le pétrole ne chute pas à 10 $ le baril. L'objectif principal est la stabilité et la croissance des dividendes, donc une réduction est à éviter. Si vos dividendes baissent, vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un phénomène généralisé affectant toutes vos valeurs. Troisième, privilégiez la stabilité plutôt que la croissance dans vos finances. Le scénario idéal serait d'avoir les deux, mais en cas de doute, il vaut mieux disposer de ressources financières solides que de courir après une plus grande performance du portefeuille. Vous pouvez utiliser les notations de crédit des entreprises comme indicateur. Toutes les actions de l'indice Value Line sont notées par la publication Value Line Investment Survey de A++ à D. Pour minimiser le risque, concentrez-vous sur les notations commençant par A. Quatrième, cherchez des entreprises avec des taux de distribution raisonnables. Il s'agit du rapport dividende-bénéfice. Pour se prémunir contre d'éventuels imprévus commerciaux, un taux de distribution de 60% ou moins est à privilégier. Cinquième, recherchez des entreprises avec un historique d'augmentation de leurs dividendes. En 2011, Bank of America, BAC, versait seulement un centième de dollar de dividendes trimestriels par action, ce qui représentait un rendement de 0,1%. En 2021,
Ce paiement est passé à 0,21 $ par trimestre, soit une multiplication par 20, portant le rendement à 2,2%. Voilà comment cela devrait fonctionner. Des listes comme les dividendes aristocrates du S&P, les dividendes achievers de Mergent ou encore les rapports de Value Line Investment Survey sont d'excellents points de départ pour repérer des entreprises qui augmentent leurs dividendes chaque année. À condition que l'entreprise reste rentable, celles qui augmentent régulièrement leurs dividendes ont tendance à continuer à le faire. 6. Réinvestissez les dividendes. Si vous commencez à investir pour générer des revenus bien avant d'en avoir besoin, réinvestissez les dividendes. Ce simple geste peut accélérer de manière surprenante la croissance de votre portefeuille sans effort. Bien qu'imparfaite, la stratégie axée sur les dividendes offre de meilleures chances de surpasser l'inflation sur le long terme qu'un portefeuille uniquement composé d'obligations. Le mieux est d'avoir un peu des deux. Les investisseurs à la recherche d'un rendement garanti de 5% sans risque cherchent l'inaccessible. C'est comme vouloir une assurance qui protège contre tout. Cela n'existe pas. Une inflation faible mais constante rend impossible le fait de simplement garder l'argent sous le matelas. Les investisseurs doivent prendre des risques, qu'ils le veuillent ou non, car la seule manière de lutter contre l'inflation, c'est la croissance. Chapitre 8. Les SCPI, Sociétés civiles de placement immobilier. Les SCPI offrent aux investisseurs une alternative attrayante aux stratégies de sortie traditionnelles. Les investisseurs immobiliers classiques consacrent leur temps à l'achat et à la revente de biens immobiliers. Les investisseurs en SCPI, quant à eux, s'intéressent davantage aux sociétés de gestion immobilière et aux revenus locatifs réguliers qu'elles génèrent. Étant donné que l'investissement dans les SCPI a démontré sa capacité à accompagner efficacement les investisseurs à tous les niveaux, de nombreuses questions surgissent, notamment en quoi consiste l'investissement en SCPI. Les SCPI représentent-elles un placement judicieux? Quels sont les SCPI les plus populaires auprès des épargnants? Vous trouverez ci-dessous des réponses à ces questions et à bien d'autres. Qu'est-ce qu'une SCPI? Une SCPI, Société civile de placement immobilier, est une structure d'investissement qui détient et souvent gère des biens immobiliers générant des revenus. Certaines SCPI financent également l'immobilier locatif en accordant des prêts à des projets immobiliers, ce qui élargit encore leur champ d'action. Grâce à leur structure, les SCPI permettent à des particuliers d'investir dans l'immobilier physique, même s'ils n'en ont pas les moyens seuls. En effet, il n'est pas donné à tout le monde de disposer de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros pour acheter et entretenir un bien immobilier tangible. Les SCPI détiennent généralement plusieurs biens et peuvent investir dans divers types d'actifs immobiliers, bureaux, commerces, résidences, etc. Cela réduit le risque que votre investissement soit affecté par un locataire qui ne paie pas son loyer ou par la dévalorisation d'un bien unique. En général, les SCPI permettent aux investisseurs de gagner de l'argent de deux manières, par les revenus locatifs distribués, issus des loyers perçus après déduction des charges, et par la valorisation des parts, c'est-à-dire une augmentation potentielle de la valeur des actifs détenus par la SCPI. Naturellement, chaque SCPI fonctionne différemment, et toutes ne génèrent pas ces deux types de gains. Investir dans les SCPI comporte les mêmes risques que d'autres formes d'investissement. Fonctionnement des sociétés civiles de placement immobilier. Les SCPI fonctionnent de différentes manières selon le type d'actifs immobiliers dans lesquels elles investissent. Une SCPI peut détenir un ou plusieurs types de biens immobiliers. Immobilier résidentiel, maisons individuelles ou logements collectifs, bureaux, centres commerciaux, hôtels, centres de données, entrepôts ou encore infrastructures spécifiques. Certaines SCPI diversifient leur investissement entre plusieurs secteurs, tandis que d'autres se concentrent sur un segment unique, comme l'immobilier commercial. Lorsque vous investissez dans une SCPI, vous achetez une part d'une société de gestion qui administre des biens immobiliers concrets. Les SCPI à capital variable peuvent être achetées ou revendues plus facilement, à l'instar d'actions, bien qu'elles ne soient pas cotées en bourse comme les REIT américains. Ces parts peuvent généralement être acquises via des plateformes d'investissement, des banques ou des conseillers en gestion de patrimoine.
La société de gestion de la SCPI s'occupe de la gestion professionnelle du patrimoine immobilier, acquisition de nouveaux biens, revente d'actifs, gestion des locataires, entretien et négociation des loyers. Cela implique des frais, notamment de gestion et d'acquisition. C'est pourquoi les SCPI appliquent généralement des frais de gestion annuels, frais de gestion courante et parfois des frais d'entrée au moment de l'achat des parts. En investissant dans une SCPI, vous bénéficiez indirectement de la performance du portefeuille immobilier détenu. Vous percevez des revenus locatifs distribués si la SCPI choisit de redistribuer une partie de ses bénéfices. Et si la valeur des biens détenus augmente, cela peut entraîner une plus-value à la revente de vos parts. Certaines SCPI sont soumises à une réglementation stricte encadrée par l'autorité des marchés financiers, AMF, tandis que d'autres peuvent relever de structures moins réglementées. La réglementation définit notamment les informations financières, rapports annuels, bulletins trimestriels, que la SCPI doit fournir à ses associés. Si vous investissez dans une SCPI non réglementée ou non agréée, vous pourriez ne pas recevoir autant d'informations fiables ou actualisées. Type de SCPI. Les SCPI de rendement représentent la majorité des SCPI disponibles sur le marché. Ces sociétés civiles de placement détiennent des actifs immobiliers résidentiels ou professionnels et en assurent la gestion pour le compte des investisseurs. Elles permettent aux particuliers d'investir indirectement dans l'immobilier locatif à travers l'achat de parts, sans avoir à gérer les biens eux-mêmes. En tant qu'investisseur, vous avez accès à différents types de SCPI en fonction des segments immobiliers ciblés. Voici quelques catégories populaires de SCPI que vous pourriez rencontrer. SCPI Commerce. Ces SCPI détiennent des biens immobiliers loués à des entreprises commerciales. Il peut s'agir de galeries marchandes, de centres commerciaux traditionnels, de centres commerciaux de proximité, de retail parks ou d'enseignes de grande distribution. Elles tirent leurs revenus des loyers versés par ces locataires professionnels. SCPI résidentielles. Les SCPI résidentielles se concentrent sur l'immobilier d'habitation. Elles génèrent des revenus en détenant et en louant des logements à des particuliers. Ces logements peuvent inclure des maisons individuelles, des immeubles d'appartements, des logements étudiants ou encore des résidences mobiles. Certaines SCPI choisissent un seul type de bien résidentiel, tandis que d'autres diversifient leur portefeuille dans plusieurs catégories ou zones géographiques à fort potentiel. SCPI Bureau. Ces SCPI sont spécialisées dans les espaces de bureaux. Elles louent des locaux professionnels à des entreprises. Les biens peuvent aller des immeubles de grande hauteur dans les centres urbains aux parcs de bureaux en périphérie. Comme les SCPI résidentielles, elles peuvent se spécialiser dans un type de locataire ou cibler une région géographique précise. SCPI Santé. Les SCPI Santé investissent dans des actifs immobiliers liés aux services de santé, tels que les cliniques, hôpitaux, centres médicaux, EHPAD ou établissements de soins. Ce type d'investissement présente des spécificités, car les locataires ont souvent des exigences particulières concernant les infrastructures et les équipements. SCPI, financement ou hypothécaire, équivalent des mortgage REIT. Contrairement aux SCPI classiques qui détiennent directement des biens immobiliers, certaines SCPI peuvent avoir une approche orientée vers le financement de projets immobiliers. Plutôt que de posséder des actifs, elles investissent dans des produits de dette immobilière ou des portefeuilles d'emprunts garantis par des biens. Ces SCPI perçoivent des revenus sous forme d'intérêts sur les prêts accordés, plutôt que de loyers. Comment investir dans une SCPI ? Comme mentionné précédemment, il est possible d'investir dans une SCPI en achetant des parts via des plateformes spécialisées, des banques ou par l'intermédiaire d'un conseiller en gestion de patrimoine. Il existe également des fonds d'investissement ou OPCI qui intègrent des SCPI offrant une exposition indirecte à ce type d'actifs. Pour cela, vous devez ouvrir un compte-titre ou un contrat d'assurance vie qui accepte les supports immobiliers comme les SCPI. Certaines SCPI sont également accessibles dans le cadre d'un plan d'épargne retraite, PER,
ou d'un contrat d'épargne salariale, si votre employeur le permet. Dans ce cas, il est recommandé de consulter l'administrateur de votre plan d'épargne pour connaître les SCPI disponibles. L'ouverture d'un compte titre est généralement simple si vous n'en possédez pas déjà un. Vous devrez fournir des informations personnelles, comme une pièce d'identité et un justificatif de domicile, ainsi que des renseignements sur vos revenus, votre situation professionnelle et votre expérience en matière d'investissement. Vous pouvez vous inscrire auprès d'un courtier en ligne, via une application mobile ou directement dans une agence bancaire physique selon vos préférences. Une fois votre compte ouvert et accessible, utilisez les outils pédagogiques et d'analyse mis à votre disposition pour évaluer les SCPI potentiels. Un outil de sélection, ou screener, est souvent inclus dans les plateformes d'investissement et permet de filtrer les SCPI selon vos critères: rendement, type d'actif, zone géographique, taux d'occupation, etc. Dès que vous avez identifié la SCPI qui correspond à vos objectifs, vous pouvez acheter vos parts en ligne. Avant de valider votre investissement, assurez-vous de bien comprendre les frais associés: frais d'entrée, frais de gestion annuels, éventuels frais sur les contrats d'assurance vie, etc. Comme pour tout placement, vous devez suivre régulièrement la performance de vos SCPI en consultant les bulletins trimestriels et les rapports de gestion. Chapitre 9. Gestion des risques et optimisation de portefeuille. La gestion des risques, dans le contexte financier, est le processus qui consiste à identifier, analyser et accepter ou réduire les incertitudes liées aux décisions d'investissement. Il s'agit pour un gestionnaire de fonds ou un investisseur d'évaluer et de tenter de quantifier la probabilité de perte potentielle sur un placement, tel qu'un aléa moral, puis de déterminer l'action ou l'inaction à adopter en fonction des objectifs d'investissement et de la tolérance au risque du portefeuille. Le risque et la performance sont intimement liés. Tout investissement comporte une part de risque, qui peut être quasi nulle dans le cas d'un bon du Trésor américain, US T-bill, ou extrêmement élevée pour des actions de marché émergents ou des investissements immobiliers dans des zones soumises à une forte inflation. Le risque peut être mesuré en valeur absolue ou en valeur relative. Une bonne compréhension de toutes les formes de risque permet aux investisseurs de mieux appréhender les opportunités, les compromis et les coûts associés à différentes stratégies d'investissement. Moyens efficaces de gérer le risque de votre portefeuille. Tout investissement implique inévitablement un certain niveau de risque. Le risque est un facteur déterminant dans les résultats que vous pouvez attendre de votre portefeuille. Même si vous pouvez définir le niveau de risque que vous souhaitez prendre au moment d'investir dans un fonds, ce niveau peut évoluer en fonction du contexte économique et des conditions de marché. Par ailleurs, vous pourriez souhaiter ajuster le risque de votre portefeuille à mesure que vos objectifs et votre tolérance au risque changent. Bien que réaliser un profit soit l'objectif ultime de l'investissement, vous ne pouvez maximiser vos rendements sans ajuster vos risques en fonction de vos besoins. Voici donc les 7 meilleures stratégies pour maîtriser le risque de votre portefeuille. Premier, élaborer un plan pour anticiper les pertes maximales possibles. Les pertes qui font le plus mal sont celles auxquelles on ne s'attend pas. Il est donc crucial de prévoir et d'anticiper ces pertes extrêmes. De nombreux investisseurs en actions ont du mal à évaluer la gravité potentielle des pertes, ce qui expose leur portefeuille au marché baissier et à des retournements économiques rapides. Disposer d'un plan de perte maximale probable vous aidera à mieux visualiser le risque que votre portefeuille encourt dans les pires scénarios. Cela vous permettra également de prendre des risques calculés, en accord avec votre tolérance et vos objectifs à long terme. Une analyse approfondie de l'allocation d'actifs et de la valeur du portefeuille est nécessaire pour construire cette stratégie de gestion des pertes. En évaluant régulièrement vos positions, vous serez en mesure de comprendre les risques réels et d'agir en conséquence. 2. Assurer une allocation d'actifs prudente. L'une des stratégies les plus fondamentales pour réduire le risque est une bonne diversification du portefeuille. L'allocation d'actifs examine l'ensemble de votre portefeuille et la manière dont les risques de chaque actif se compensent. Il est essentiel d'investir dans des actifs sous-évalués, ce qui implique une analyse approfondie ou le recours à un bilan de portefeuille professionnel. Même si vous êtes satisfait de la répartition actuelle de vos investissements,
Vous devez réévaluer régulièrement vos choix en fonction des objectifs évolutifs et des conditions de marché. Soyez attentif aux variations de prix significatives, qui sont souvent un signal pour ajuster votre portefeuille. Troisième, intégrer une marge de sécurité. Une marge de sécurité est essentielle, tant pour l'ensemble du portefeuille que pour chaque position individuelle. Il s'agit de la différence entre la valeur intrinsèque d'un actif et son prix d'achat. Plus cette marge est grande, moins vous prenez de risques. Disposer d'une telle marge permet de corriger ces erreurs, d'absorber les chocs économiques et de traverser les marchés turbulents. Cela implique souvent d'investir dans des entreprises solides, avec des fondamentaux fiables, ou d'acheter des actions à forte décote. Quatrième, ne surexposez pas votre portefeuille à la volatilité. La volatilité du portefeuille peut sembler anodine, surtout pour les débutants. Par exemple, si votre portefeuille gagne 50% un mois et en perd 50% le mois suivant, la moyenne arithmétique semble nulle, mais en réalité, vous avez perdu 25% de votre capital. Sur le long terme, une volatilité excessive réduit considérablement la performance globale. Les portefeuilles les moins volatiles tendent à mieux résister dans la durée. Il est donc judicieux d'équilibrer votre exposition à la volatilité. Cinquième, donnez la priorité à la liquidité. Dans votre stratégie de gestion des risques, tenez compte du risque de durée. Certains actifs deviennent plus sensibles aux fluctuations du marché avec le temps. La liquidité est également essentielle. Elle vous permet de saisir les opportunités, notamment en période de crise. Si des actions de qualité sont temporairement bradées et que vous n'avez pas de liquidité, vous ne pourrez pas en profiter. La gestion de la trésorerie doit donc être un pilier de votre plan de réduction du risque. 6. Ne laissez pas vos émotions guider vos décisions. En tant qu'humains, nous sommes influencés par nos émotions. Mais en matière d'investissement, il n'y a pas de place pour les décisions émotionnelles. N'agissez pas en fonction des rumeurs ou des gros titres. Construisez votre portefeuille sur la base d'une analyse rigoureuse du risque et de la corrélation entre les actifs. L'investissement reste un jeu de chiffres, pas d'instinct. 7. Tenez compte de vos horizons temporels. Rappelez-vous que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Évitez de vouloir battre le marché à court terme. Alignez vos horizons de placement sur vos objectifs personnels et financiers. Se précipiter pour maximiser les rendements peut entraîner des pertes importantes. Une stratégie patiente et disciplinée est presque toujours plus rentable. Comment optimiser votre portefeuille pour des rendements maximum? Le succès d'un investisseur repose en grande partie sur la diversification efficace de son portefeuille. En tant qu'investisseur individuel, vous devez apprendre à choisir une répartition d'actifs qui correspond à vos objectifs financiers personnels et à votre tolérance au risque. En d'autres termes, votre portefeuille doit vous apporter la tranquillité d'esprit tout en répondant à vos besoins futurs en liquidité. Grâce à une méthode systématique, les investisseurs peuvent construire des portefeuilles alignés sur leur stratégie d'investissement. Voici les étapes essentielles pour y parvenir. Premier, choisir une répartition d'actifs adaptée à votre profil. La première étape consiste à analyser votre situation financière et vos aspirations personnelles. Des critères comme l'âge, l'horizon de placement, les fonds disponibles à investir et les besoins futurs en revenus sont déterminants. Par exemple, une personne de 55 ans souhaitant financer les études de ses enfants et prendre sa retraite dans 10 ans n'aura pas la même stratégie qu'un jeune diplômé célibataire de 22 ans qui débute sa carrière. Votre personnalité et votre tolérance au risque sont également des facteurs clés. Êtes-vous prêt à accepter la possibilité de perdre temporairement de l'argent pour viser des rendements plus élevés? Tout le monde espère obtenir de forts rendements, mais si une baisse passagère vous empêche de dormir, ce type d'actif ne vous conviendra sans doute pas. 2. Construire le portefeuille. Une fois la bonne répartition d'actifs déterminée, il faut répartir votre capital entre les classes d'actifs appropriées. Cela peut sembler simple. Actions, actions, obligations, obligations. Mais chaque classe peut être subdivisée en sous-catégories, chacune avec ses propres risques et rendements potentiels. Par exemple, vous pouvez répartir la partie actions de votre portefeuille entre des entreprises de différentes tailles de capitalisation, secteurs d'activité, zones géographiques, nationales ou internationales. La composante obligataire
peut, elle, être répartie entre obligations à court ou long terme, dettes publiques ou obligations d'entreprise, etc. Troisième, réévaluer la pondération du portefeuille. Une fois le portefeuille en place, il est indispensable de le suivre régulièrement et de le rééquilibrer, car les évolutions des marchés peuvent en modifier les pondérations initiales. Calculer la valeur relative de chaque investissement par rapport à l'ensemble et évaluer objectivement votre répartition réelle. Votre situation personnelle, vos objectifs et votre tolérance au risque peuvent aussi évoluer. Par exemple, une baisse de tolérance au risque peut nécessiter de réduire votre exposition aux actions. A l'inverse, si vous êtes prêt à prendre plus de risques, vous pourriez augmenter la part de petite capitalisation dans votre portefeuille. Le rééquilibrage consiste à identifier les actifs surpondérés ou sous-pondérés. Si votre allocation cible prévoit 15% en petite capitalisation, mais qu'elle représente déjà 30% de votre portefeuille, vous devez vendre une partie de ces actions pour réinvestir dans d'autres classes d'actifs. Quatrième, rééquilibrage stratégique. Une fois les actifs à réduire identifiés, réaffectez les fonds vers les classes d'actifs sous-pondérées en utilisant la même approche que lors de la construction initiale. Attention aux impacts fiscaux. Par exemple, si vos actions de croissance ont fortement augmenté, leur vente pourrait générer d'importantes plus-values imposables. Dans ce cas, il peut être plus judicieux de cesser d'y investir temporairement tout en renforçant les autres catégories pour ramener l'allocation à l'équilibre sans déclencher d'impôt. Cela dit, si vous anticipez une chute de ces valeurs, vous pourriez choisir de les vendre malgré les conséquences fiscales. Utilisez les rapports d'analystes, les prévisions de marché et la stratégie dite de vente à perte fiscale, tax loss harvesting, pour compenser les gains. Durant tout ce processus, veillez à maintenir une diversification rigoureuse. Cela implique non seulement de posséder plusieurs classes d'actifs, mais aussi de diversifier à l'intérieur de chaque classe. Par exemple, votre allocation en actions devrait inclure divers secteurs et tailles d'entreprise. Comme évoqué précédemment, les fonds communs de placement et ETF sont des outils puissants pour atteindre une bonne diversification. Ces véhicules permettent aux petits investisseurs de bénéficier des économies d'échelle habituellement réservées aux investisseurs institutionnels. Chapitre 10. Tout rassembler, votre plan d'investissement. L'achat de votre première maison ou la préparation de votre retraite sont des étapes financières majeures que vous pouvez atteindre grâce à un plan d'investissement bien conçu. Un tel plan vous aide également à anticiper les hausses et baisses typiques des marchés et à saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent. Élaborer un plan d'investissement personnalisé. Construire une stratégie d'investissement ne se limite pas à choisir quelques actions. Il est essentiel de tenir compte de votre situation financière actuelle et de vos objectifs à long terme. Pour définir une allocation d'actifs idéale, il faut également préciser votre horizon temporel et le niveau de risque que vous êtes prêt à assumer. Toutes ces étapes contribuent à réduire les risques liés à vos investissements. Planifier avant d'investir votre argent est donc une décision judicieuse. Pour mieux comprendre votre situation financière, vous devrez peut-être faire des recherches approfondies ou consulter un conseiller financier. Premièrement, évaluez votre situation financière actuelle. Définir votre situation actuelle est la première étape dans l'élaboration d'un plan d'investissement. Déterminez combien vous pouvez investir. La création d'un budget mensuel vous permettra de connaître votre revenu disponible après vos dépenses et votre épargne de précaution. Il est aussi crucial de réfléchir à la liquidité dont vous aurez besoin. Si vous pensez devoir récupérer vos fonds rapidement, privilégiez des actifs liquides, comme les actions plutôt que l'immobilier, qui est plus difficile à revendre à court terme. 2. Définir vos objectifs financiers. La deuxième étape consiste à identifier vos objectifs d'investissement. Pourquoi souhaitez-vous investir? Quel projet souhaitez-vous financer? Cela peut aller de l'achat d'une voiture à une retraite confortable dans plusieurs décennies. Spécifiez aussi votre horizon d'investissement. À quel moment souhaitez-vous que vos placements produisent un retour? Préférez-vous une croissance rapide ou un développement à long terme? Vos objectifs peuvent généralement être classés en 3 catégories. Sécurité, générer des revenus réguliers et sûrs. Revenus, produire un rendement à moyen terme. Croissance, viser l'augmentation du capital à long terme.
Connaître votre catégorie d'objectifs vous aidera à choisir la stratégie d'investissement qui vous convient le mieux. Troisième, déterminez votre horizon et votre tolérance au risque. La prochaine étape consiste à évaluer votre tolérance au risque. Les jeunes investisseurs peuvent prendre plus de risques, car ils ont le temps de compenser d'éventuelles pertes. Les personnes plus âgées opteront souvent pour des placements moins risqués et plus sécurisés. Les investissements plus risqués peuvent générer des rendements élevés, mais aussi des pertes importantes. Investir dans une action bon marché ou un terrain peut s'avérer rentable ou désastreux. Si vous souhaitez bâtir votre patrimoine de manière régulière, une approche plus prudente est préférable. L'horizon temporel est plus facile à définir. Il correspond au moment où vous commencerez à retirer de vos investissements pour atteindre vos objectifs à long terme, souvent la retraite. En combinant horizon et tolérance au risque, vous pourrez établir une allocation d'actifs fiable, c'est-à-dire déterminer dans quoi investir et en quelle proportion dans votre portefeuille. Quatrième, choisir les investissements. Une fois votre profil défini, il faut passer à l'action. Vous disposez de nombreux types de placements. Actions, obligations, fonds communs de placement, plans de retraite, comme les PER, PEA, livrets d'épargne ou comptes à terme, investissements immobiliers, biens tangibles, œuvres d'art, or, etc. Quelle que soit votre stratégie, veillez à diversifier vos investissements. Ne placez pas tout votre argent dans un seul type d'actif. En cas de chute du marché, vous limitez ainsi les pertes et augmentez vos chances de croissance stable. La répartition sur différents types d'actifs, en fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque, est essentielle. À ce stade, il peut être utile de consulter un conseiller financier pour vous aider à affiner vos choix selon votre situation. Cinquième, suivre et rééquilibrer vos placements. Ne laissez jamais vos investissements en roue libre. Vous devez les examiner régulièrement pour savoir s'ils progressent comme prévu, s'ils nécessitent des ajustements ou s'ils dépassent vos attentes. Par exemple, vous pourriez ne pas investir suffisamment chaque mois et risquer de ne pas atteindre vos objectifs. Ou à l'inverse, investir plus que nécessaire et être en avance sur votre plan. Si vos placements performent bien, vous pourriez souhaiter ajuster votre risque ou sécuriser les gains en réaffectant vos actifs à des produits plus stables à l'approche de vos objectifs. Un bon rééquilibrage consiste à ramener votre portefeuille à son allocation cible. Supposons que vos actions ont explosé et représentent désormais une part disproportionnée. Il serait pertinent de vendre une partie et de réinvestir dans d'autres actifs, obligations, ETF, comptes à terme, etc., pour réduire le risque. Atteindre la liberté financière grâce à des investissements intelligents. La liberté financière signifie que vous pouvez subvenir à vos besoins et envies sans stress financier. Cela implique de pouvoir prendre des décisions de vie importantes, comme changer d'emploi, voyager ou vous consacrer à vos passions, sans être freiné par des contraintes économiques. Des objectifs à long terme, comme la liberté financière, exigent de la préparation, de la rigueur et des décisions financières éclairées. L'investissement est l'une des meilleures stratégies pour atteindre cette indépendance. Voici comment. Commencez à investir tôt. L'adage « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt » s'applique aussi à la finance. En investissant tôt, vous laissez à vos placements le temps de croître grâce à la magie des intérêts composés. Il n'est pas nécessaire d'investir des sommes importantes. Même des petits investissements réguliers et sécurisés peuvent bien faire croître votre patrimoine et renforcer votre sécurité financière future. Quel que soit votre âge, il n'est jamais trop tard pour commencer. Rendement composé. Avec le temps, vos actifs peuvent croître de manière significative grâce aux intérêts composés. En réinvestissant vos gains, vous touchez des intérêts non seulement sur votre capital initial, mais aussi sur les gains déjà réalisés. C'est ainsi que vos placements peuvent s'amplifier de manière exponentielle. Diversification. La diversification consiste à répartir votre capital entre différents types d'actifs, actions, obligations, fonds communs, ETF, matières premières, etc., afin de limiter les pertes en cas de baisse d'un secteur. Elle évite de mettre tous ses œufs dans le même panier, ce qui est essentiel pour un portefeuille équilibré. Faites preuve de patience.
L'investissement demande patience et discipline. Il peut être tentant de se focaliser sur des gains à court terme, surtout dans un marché instable, mais il est important de rester fidèle à vos objectifs à long terme. Lorsque les marchés chutent, ne cédez pas à la panique. Gardez vos investissements et attendez la reprise. Restez informé. Tenez-vous au courant de l'actualité économique, des tendances de marché et des mouvements des entreprises. Cela vous permettra de faire des choix d'investissement plus judicieux et d'éviter des erreurs coûteuses. Établissez un budget. Mettez en place un budget pour suivre vos revenus et vos dépenses. Cela vous aidera à identifier les économies possibles et à augmenter votre capacité d'épargne que vous pourrez investir. Continuez à investir régulièrement. Faites des investissements réguliers dans des actifs adaptés à votre profil de risque et à vos objectifs à long terme. Vous pouvez aussi vous entraîner à investir sans risque via des simulateurs de bourse disponibles en ligne, comme des plateformes de trading virtuel, ce qui vous permet de vous familiariser avec les marchés. Conclusion. Pour un débutant, apprendre à investir en bourse peut sembler intimidant, mais en réalité, il s'agit simplement de choisir la stratégie d'investissement que vous souhaitez suivre, le type de compte le plus adapté à votre situation et le montant à investir. Si vous débutez, sachez qu'il est tout à fait possible d'investir en bourse avec un capital modeste. Il vous faudra effectuer des recherches pour définir vos objectifs financiers, évaluer votre tolérance au risque et comprendre les frais liés aux actions et aux fonds communs de placement. Il est également important de comparer plusieurs courtiers afin de déterminer celui qui répond le mieux à vos besoins, tout en comprenant leurs spécificités et conditions d'accès. Une fois ces étapes franchies, vous serez en bonne position pour profiter pleinement des avantages financiers à long terme que peut offrir un investissement en actions. Nous vous remercions d'avoir écouté l'un de nos livres audio captivants. Pour plus d'expériences immersives, voici un autre livre audio qui, nous en sommes certains, vous plaira. N'oubliez pas de montrer votre soutien en mettant un like à cette vidéo, en partageant ce que vous avez aimé dans ce livre audio dans la section commentaires ci-dessous et en vous abonnant à la chaîne pour d'autres livres audio captivants comme celui-ci. Merci de faire partie de notre communauté de livres audio.